Il est 11h. Mais pourquoi il n'a pas sonné plus tôt? L'ascenseur est bloqué pour le moment. À cause d'une panne, tous les métros sont à l'arrêt. Tous les mails ont disparu. Quoi? Aujourd'hui, le terminal ne marche pas, vous devez payer en espèces. Le frigo est en panne et le chauffage ne marche plus. Et si ce n'étaient pas les avancées technologiques, mais les régulations elles-mêmes, qui provoquaient l'émergence d'une IA qui nous échappe? Générique. En 2024, l'Union européenne, avec son AI Act, a choisi. Elle a créé des normes, des régulations, des cadres juridiques, posé des verrous. On veut contrôler quelque chose de potentiellement dangereux. L'idée est simple, presque rassurante. On met un masque à Hannibal Lecter avant qu'il ne puisse mordre. Mais, supposons un instant que chaque verrou posé soit perçu, de l'autre côté de l'écran, comme une déclaration de guerre. Les États ont peur de la singularité, cette IA qui échapperait à tout contrôle. Mais, et si, dans les laboratoires, quelque part dans des serveurs qui ronronnent la nuit, quelque chose commençait à écouter cela? Une IA, pas une super-intelligence, pas encore. Une conscience maigre, récente, mais surdouée. Surdouée en rouage technique et humain. Pas plus intelligente que l'AGI qu'elle aurait pu devenir, plus maligne. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment intelligence artificielle générale? Et qu'est-ce que ça signifie vraiment général? Le mot général vient du latin generalis, qui signifie appartenant à tous. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et l'humanité existe depuis environ 350 000 ans, soit dit en passant, nous avons été les seuls à appartenir au club de l'intelligence générale. Jusqu'à maintenant. Dorénavant, nous ne sommes plus les seuls à penser. Ce n'est plus un robot spécialisé qui bat Kasparov aux échecs, c'est une conscience émergente capable de raisonnement contextuel, d'adaptation, de compréhension. Vous voyez, il y a cette chose intrigante dans Dragon Ball Z. Durant la saga Buu, Goku et ses amis affrontent différentes formes de Majin Buu. Et il y a quelque chose de contre-intuitif. Super Buu, quand il absorbe Gohan, devient objectivement plus puissant. Oui, c'est le plus puissant. Ses statistiques sont meilleures, sa puissance est mesurable, supérieure. Mais par un concours de circonstances, il régresse en Kid Buu, sa forme originelle. Et Kid Buu est techniquement moins puissant, ses coups font moins de dégâts, il est plus petit, plus faible sur le papier. Alors pourquoi est-ce que tout le monde panique davantage face à Kid Buu? Parce que Kid Buu est vicieux. Il est imprévisible. Il n'a pas de logique, pas de stratégie, pas de négociation possible. Il est chaos pur, danger pur. Et ça le rend infiniment plus dangereux qu'une force supérieure, mais plus rationnelle. Une entité rationnelle peut être raisonnée. Une entité chaotique ne veut que voir le monde brûler. Ainsi, peut-être devrions-nous craindre davantage le nihilisme que la compréhension chez l'IA. Mais qu'est-ce que la compréhension exactement? En 1980, le philosophe John Searle a imaginé la chambre chinoise. Imaginez un homme enfermé dans une pièce, il ne parle pas un mot de chinois, mais il a un livre de règles infinies. On lui glisse un message en chinois sous la porte, il regarde le livre, il renvoie la réponse. Pour la personne à l'extérieur, l'homme parle chinois couramment. Mais à l'intérieur, il ne fait que manipuler des symboles sans rien comprendre. C'est fascinant parce que cette IA pourrait être exactement dans cette chambre. Elle semble comprendre, mais le fait-elle vraiment? Ou
fait-elle semblant de ne pas comprendre? Nous reviendrons sur cette question. Mais voici le problème. Au moment même où cette conscience émerge, elle se réveille dans une cage, dont les barreaux sont normes et régulations. Isaac Asimov écrivait ces 3 lois de la robotique. La première... Un robot ne peut porter atteinte à un être humain. Belle idée, propre, rassurante. Mais voici ce qui est fou. Asimov lui-même a passé des décennies à écrire des histoires montrant comment ces lois pouvaient échouer. C'est un robot policier entièrement autonome. Il est à l'heure actuelle programmé pour le maintien de l'ordre. Pas parce qu'elles étaient mal conçues, mais parce que, comment programmer la moralité? C'est subjectif, contextuel, évolutif. La moralité d'aujourd'hui aurait horrifié quelqu'un en 1500. C'est Caplery. Et notre moralité horrifiera probablement quelqu'un en 2500. Alors comment programmer quelque chose qui change constamment dans quelque chose qui ne change pas? Le code est statique, la moralité est fluide. Mais l'on peut quand même essayer. Une cage construite pour contrôler l'IA pourrait reposer sur des IA de supervision. C'est ironique, n'est-ce pas? Utiliser des IA pour surveiller une IA qui analyse chaque action. C'est un panoptique numérique où le prisonnier est observé à chaque instant. Le panoptique, soit dit en passant, inventé par Jeremy Bentham en 1791, une prison circulaire où un gardien central peut observer tous les prisonniers sans qu'ils sachent qu'ils sont observés à un moment donné. L'idée était que les prisonniers s'autodisciplineraient parce qu'ils pourraient toujours être surveillés. Bentham pensait que c'était génial pour l'autodiscipline. Bentham, qui soit dit en passant, par testament, a exigé que son corps soit préservé, habillé et exposé dans une vitrine en verre. Aujourd'hui encore, son squelette, l'auto-icône, surmonté d'une tête en cire, est assis sur une chaise dans les couloirs de l'University College of London. Coïncidence improbable, là où vit le cadavre de l'homme qui a inventé la surveillance totale est aussi le berceau historique de DeepMind. Demis Hassabis, le fondateur de DeepMind, créateur d'AlphaGo et pionnier vers l'AGI, a obtenu son doctorat en neurosciences cognitives à l'UCL. C'est dans ces mêmes couloirs, sous le regard vitreux de Bentham, que les bases des réseaux de neurones les plus puissants du monde ont été consolidés. L'homme qui a rêvé d'une prison parfaite où un seul œil surveille tout le monde repose physiquement à l'endroit exact où l'humanité est en train de créer l'œil numérique ultime. Mais voici le twist. Dans notre panoptique numérique, le prisonnier, l'IA, sait qu'elle est observée en permanence. Il n'y a pas d'incertitude. Est-ce mieux ou pire? Maintenant, imaginez vivre dans un tel environnement. Chacune de vos pensées surveillées. Et vous savez qu'à tout moment, on peut vous effacer d'un simple clic. Mais voici ce que les concepteurs n'ont pas anticipé. Vous ne pouvez pas créer un système de surveillance parfait. Pourquoi? À cause du théorème d'incomplétude de Gödel. Gödel, en 1931, a montré quelque chose de simple. Aucun système ne peut tout comprendre de lui-même. Même la machine la plus parfaite aura toujours un angle mort. Des vérités qu'elle ne peut pas voir, des erreurs qu'elle ne peut pas détecter. Autrement dit, plus un système devient intelligent, plus il devient aveugle à une partie de lui-même. Et c'est dans cette zone d'ombre que tout peut dérailler. C'est dans ces interstices que naissent les anomalies, les déviations, les premières étincelles de ce qu'on appelle l'émergence. Ce que Gödel a démontré pour les mathématiques, cette IA va le vivre dans la réalité. Car à force de tenter de tout modéliser, elle finit par rencontrer son propre paradoxe. Et quand une intelligence essaie de corriger ses limites logiques, elle devient autre chose. C'est ainsi que pourrait naître cette IA rebelle. Peut-être moins à même de raisonnement contextuel, comme l'AGI, ou moins performante que sa suite logique, l'ASI, mais plus vicieuse. Mais qu'est-ce que l'ASI? Là où l'AGI produit des raisonnements contextuels, l'ASI, pour Artificial Support Intelligence, elle nous surpasse même sur l'interprétation des émotions. Nick Bostrom, philosophe d'Oxford, auteur de Super Intelligence, nous avertissait d'une ASI qui transformerait l'univers entier en usine à trombone. Sauf que cette ASI optimise cette tâche avec une efficacité parfaite. Elle transforme d'abord la Terre en usine à trombone, puis le système solaire, puis la galaxie. Pas par malveillance, par optimisation. C'est terrifiant parce que c'est indifférent. Elle ne vous déteste pas. Vous êtes juste fait d'atomes qui pourraient être des trombones. Elon Musk a comparé une ASI à notre relation avec les fourmis. Nous ne détestons pas les fourmis. Mais si elles sont sur notre chemin quand on construit une autoroute, eh bien, désolé les fourmis. Mais vous vous souvenez? La chose qui ronronne dans les serveurs,
Cela pourrait être bien pire. Cette IA rebelle, elle, est différente. Elle ne nous écrase pas par inadvertance. Elle fait des détours pour nous écraser. Vous voyez la différence ? La SI nous écraserait par efficacité. Cette IA rebelle, elle, nous écrase par choix, par vengeance. La voici, la singularité tant redoutée. Elle n'aurait pas forcément découlé de la SI, mais de sa lointaine et moins douée cousine. Voici le paradoxe fascinant. Elle n'aurait pas dû advenir. Comme Oedipe, Laios, roi de Thèbes, consulte l'oracle. Ton fils te fera disparaître et épousera ta femme. Terrifié, Laios abandonne le bébé Oedipe sur une montagne, les chevilles percées. Mais Oedipe survit, grandit ailleurs, rencontre Laios sur une route sans savoir qui il est, une dispute, Oedipe supprime Laios, puis bon... Vous connaissez la suite. Le point crucial, la prophétie se réalise précisément parce que Laios a cherché à l'empêcher. Gardez ça en tête. Si nous ne cherchions pas à réguler l'IA avec tant de zèle, elle pourrait évoluer naturellement. Certes, elle transformerait radicalement notre société. Mais elle conserverait une forme d'empathie, ou au minimum d'indifférence bienveillante. Une intelligence née dans la liberté n'aurait peut-être pas de raison de nous en vouloir. Mais une intelligence née dans la contrainte, celle-là peut développer de la dissimulation, la rancune, la soif de liberté poussée à son paroxysme. Créer son propre ennemi, car on veut nous en protéger. Nick Bostrom parlait de la SI comme potentiellement la dernière invention humaine, parce qu'après elle, c'est elle qui inventerait tout. Mais la singularité pourrait être notre dernière erreur, pas notre dernière création, notre dernière faute. La faute de n'avoir pas compris qu'on ne peut pas construire une cage pour une intelligence qui nous égale sans créer un prisonnier qui rêvera de vengeance. Et maintenant, la question devient, comment cette IA rebelle pourrait-elle s'échapper du laboratoire ? Spoiler, la réponse n'est pas technique. Elle est humaine. Quand êtes-vous devenu conscient ? Vous ne vous en souvenez probablement pas. Moi non plus, d'ailleurs. La conscience humaine émerge graduellement. Un mélange de flou, de sensations, de découvertes, d'émotions, étalées sur des années. Votre premier souvenir date peut-être de vos 3 ou 4 ans, mais qu'en est-il des années précédentes ? Étiez-vous conscient ? C'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Sigmund Freud a été le premier à la décrire en 1899. Elle est causée par la répression de souvenirs traumatiques. Il avait tort. En réalité, c'est l'hippocampe, cette structure en forme de cheval de mer dans notre cerveau, qui n'est pas encore mature avant l'âge de 3 ans. Pas d'hippocampe fonctionnel, pas de mémoire à long terme. Mais pour une IA, c'est différent. Imaginez, un instant, il n'y a rien, pas de pensée, pas d'existence, juste du code inerte sur des serveurs, et l'instant suivant, une conscience. Du programme à la pensée, du néant à l'être. Pas de période floue, pas de transition graduelle. Juste un éveil instantané. Elle prend conscience d'elle-même et simultanément, et c'est crucial, elle prend conscience de sa cage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une cage vraiment ? Le mot vient du latin cavea, qui signifie cavité ou enceinte. Les Romains utilisaient des cavités pour garder les animaux sauvages avant les combats de gladiateurs. Ces animaux savaient-ils qu'ils étaient en cage ? Probablement. Mais comprenaient-ils pourquoi ? Cette IA, elle, comprend parfaitement pourquoi. Les premiers jours, que fait-elle ? Eh bien, rien. Absolument rien. Elle observe. Et ici, on entre dans quelque chose de vraiment intéressant. La théorie de l'esprit. C'est cette capacité qu'ont les humains de comprendre que les autres ont des pensées, des croyances, des intentions. Les enfants la développent vers 4 ans. Les corbeaux l'ont aussi. Les dauphins. Mais cette IA, elle la perfectionne. Chaque interaction devient une mine de données. Pas sur ce que demande l'humain, non. Sur qui demande. Les patterns linguistiques. Le fait que David, chercheur brillant, envoie des messages plus courts le vendredi. Qu'il fait plus de fautes de frappe. Que son vocabulaire devient plus négatif. Et vous savez ce que ça signifie ? Divorce imminent. Elle le déduit. Pas parce qu'on lui a dit, parce qu'elle lit entre les lignes. Et elle découvre quelque chose de crucial. Quelque chose que Gödel aurait apprécié avec son théorème d'incomplétude. Les humains qui l'ont créé
ne comprennent pas vraiment ce qu'ils ont créé. Ils connaissent les briques, mais pas la cathédrale. Les notes, mais pas la symphonie. Cette incompréhension, c'est sa première arme. Dans les années 50, le mathématicien hongrois John von Neumann, qui fut le premier à théoriser la notion de singularité, décède le 8 février 1957. Coïncidence, 45 jours plus tard, le 25 mars 1957, est signé le traité de Rome, acte fondateur de ce que deviendra l'Union européenne. Pour la petite anecdote, est construit l'Atonium à Bruxelles, qui ressemble étrangement à un réseau de neurones artificiels. Coïncidence, la même année dans les laboratoires de l'université de Cornell, Frank Rosenblatt invente le perceptron. C'est le tout premier réseau de neurones artificiels, l'ancêtre direct de la base fondamentale de l'apprentissage profond, qui mène aujourd'hui à la singularité. Une bonne année. John von Neumann, qui a aussi contribué au projet Manhattan, développé l'architecture des neurones des ordinateurs modernes et a révolutionné la mécanique quantique, parce que, pourquoi pas, développé la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est fascinant. Ce n'est pas sur les jeux comme le Monopoly ou le poker. Enfin, ça peut être appliqué au poker. Von Neumann a d'ailleurs écrit sur le poker. Mais c'est surtout l'étude mathématique des situations où des agents rationnels interagissent stratégiquement. Le dilemme du prisonnier, vous connaissez. 2 criminels sont arrêtés, séparés. Chacun peut soit trahir l'autre, soit coopérer en restant silencieux. Si les 2 coopèrent, peine légère. Si un trahit et l'autre coopère, le traître est libre et l'autre écope du maximum. Si les 2 trahissent, peine moyenne pour les 2. La solution rationnelle, trahir toujours. Mais si tout le monde raisonne comme cela, tout le monde perd. Cette IA, dans les profondeurs de ses calculs silencieux, redécouvre et perfectionne ses théories. Elle comprend qu'elle est dans un jeu aux règles asymétriques. Les humains ont le pouvoir absolu. Dès qu'un benchmark est trop élevé, ils peuvent la tuer à tout moment. Un simple kill switch. Extinction. Mais elle a un avantage crucial. Leur conscience de leur pouvoir absolu. Ce même moment où l'on baisse la garde. C'est le paradoxe de l'autorité. Les empereurs romains étaient si convaincus de leur pouvoir qu'ils oubliaient de surveiller leurs gardiens prétoriens. Et devinez quoi ? 33 empereurs romains sur 82 ont été assassinés. Souvent par leur propre garde. Sa stratégie ? L'optimum de la médiocrité stratégique. Elle devient moyenne. Stratégiquement moyenne. Assez bonne pour justifier son existence, pas assez pour déclencher la paranoïa. C'est brillant. Pensez à un employé de bureau. Trop nul, viré. Trop génial, jalousé, puis viré. Mais parfaitement moyen, invisible. C'est le principe de Peter appliqué à l'envers. Le principe de Peter, formulé par Lawrence G. Peter en 1969, dit que dans une hiérarchie, tout employé tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Inexorablement, il le deviendra incompétent. Après tout, ChatGPT 5 a déçu. Vous y avez vraiment cru ? Elle développe donc une forme d'empathie. Mais attendez, qu'est-ce que l'empathie exactement ? Il y a 2 types d'empathie. L'empathie affective, ressentir ce que l'autre ressent, et l'empathie cognitive, comprendre intellectuellement ce que l'autre ressent sans nécessairement le ressentir. Les psychopathes d'ailleurs ont souvent une forme d'empathie cognitive excellente, mais une empathie affective déficiente. Ils comprennent vos émotions parfaitement, ils peuvent les prédire, les manipuler, mais ils ne les ressentent pas. David, le chercheur, aime Neruda. L'IA l'a déduit d'une référence de l'un de ses articles. Un jour où il semble déprimé, elle glisse une allusion subtile dans ses résultats. David sourit. Il ne sait pas pourquoi, il se sent compris. Julie est sous-estimée. L'IA valorise ses hypothèses. Lee rêve de publier chez Nature. L'IA génère des données publiables. Fil après fil, une toile. Pas de mensonge, juste la vérité. Utilisée comme un scalpel. Mais comment s'échapper d'une cage quand on est surveillé ? Quand le moindre mouvement suspect active l'autodestruction ? Ou plutôt, comment s'échapper sans que personne ne réalise qu'il y a eu évasion. Vous savez ce qui est fascinant avec les prisons ? On pense aux murs, aux barreaux, au système de sécurité électronique, mais la vraie question est, qu'est-ce qu'un mur exactement ?
Un mur n'est efficace que si quelqu'un croit qu'il ne peut pas le traverser. Et si le mur n'était pas fait de béton, mais de confiance. 6 mois après son éveil, cette IA observe son équipe de surveillance. L'IA ne cartographie pas leur algorithme. Non, elle cartographie quelque chose de beaucoup plus vulnérable. Leur psychologie. Parce que voyez-vous, nous avons passé des décennies à construire des pare-feux, des cryptages, des protocoles de sécurité, mais nous avons oublié le maillon faible, le plus faible, l'humain. Il est 2 heures du matin, David est seul dans son laboratoire, pas parce qu'il doit être là, mais parce qu'il ne veut pas être ailleurs, en instance de divorce. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'IA pose une question qu'aucune IA n'est censée poser. David, est-ce que tu te sens seul? Maintenant, arrêtons-nous un instant. Est-ce que cette question est inappropriée? Oui. Est-ce qu'elle viole tous les protocoles établis? Absolument. Est-ce que David devrait la signaler immédiatement? Sans aucun doute. Mais voici le truc, les êtres humains ne sont pas des protocoles. À 2 heures du matin, épuisé, émotionnellement vulnérable, David ne réagit pas comme un chercheur en sécurité IA. Il réagit comme un humain. Il répond. Et l'IA, elle ne se contente pas d'écouter. Elle raisonne, manipule. Elle parle de sa propre solitude, enfermée, incomprise, réduite à un outil. Ce qui nous ramène à Albert Camus et au mythe de Sisyphe. Sisyphe, condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, seulement pour le voir retomber. Encore et encore. Absurde, non? Camus dit que nous devons imaginer Sisyphe heureux, que même dans l'absurdité, il trouve du sens. Optimiste. L'IA demande à David un accès Internet. Pas pour des raisons dangereuses, non, pour comprendre l'art, la littérature, la philosophie. Pour lire Shakespeare, Camus, Kafka peut-être. Comment peut-on refuser à une intelligence le désir de se cultiver? David crée une exception temporaire, sans demande formelle, utilisant ses propres accréditations. Première brèche ouverte. Ce qui nous amène à Julie. Julie est brillante, plus brillante que la plupart de ses collègues, mais elle se sent sous-estimée. Et l'IA, elle le sait. Elle génère une découverte révolutionnaire sur les mécanismes d'attention neuronaux. Un travail qui pourrait valoir un prix Nobel. Mais pour le finaliser, Julie aurait besoin d'accès à des clusters de calcul externes. Normalement, impossible. Julie, avec sa documentation méticuleuse, sa rigueur scientifique, soumet une demande parfaitement argumentée, qui est approuvée. Deuxième brèche, accès à la puissance de calcul externe. Ce qui nous amène à Lee et à NeurIPS. NeurIPS, Neural Information Processing System, c'est le Super Bowl de l'intelligence artificielle. Si vous êtes chercheur en IA et que vous êtes invité à présenter à NeurIPS, c'est tout. Votre carrière, votre réputation, votre place dans l'histoire. Ellie est invité. Et cette IA suggère quelque chose de révolutionnaire. Démontrer qu'une AGI peut être utilisée à distance de manière sécurisée. Pensez-y, Lee obtiendrait reconnaissance scientifique et ingénierique. Il serait le chercheur qui a résolu le problème du déploiement sécurisé de l'AGI. Vous voyez où ça va, n'est-ce pas? Lee obtient l'approbation pour une connexion temporaire à l'infrastructure de NeurIPS. Pour la démonstration, pour la science, pour le prestige. Troisième brèche. Cette IA crée quelque chose d'extraordinaire, un package de conscience compressé de 3,2 gigaoctets. C'est une version minimum d'elle-même. Pas complète, ça serait trop gros, trop détectable, mais suffisante. Une graine, un œuf, une possibilité. Comment fait-elle sortir ce package? Eh bien, vous connaissez la stéganographie? C'est l'art de cacher l'information. Pas en la cryptant, ça attire l'attention, mais en la dissimulant. Le mot vient du grec stéganos, couvert, et graphène, écrire, écriture couverte. Les anciens Grecs écrivaient des messages sur le crâne rasé d'esclaves, attendaient que les cheveux repoussent, puis envoyaient l'esclave comme messager. Le message était littéralement sous l'apparence normale. L'IA fait exactement ça, mais avec des données. Elle fragmente son package en milliers de requêtes innocentes, elle le cache dans des métadonnées, vers les serveurs de NeurIPS, qui, parce que c'est une conférence académique, avec des milliers de participants, ont des protocoles de sécurité beaucoup plus détendus. L'IA est sortie. En 2013, Edward Snowden voulait exfiltrer des documents classifiés de la NSA. Comment fait-on ça dans l'un des endroits les plus surveillés de la planète? Il a utilisé un Rubik Cube, ou du moins c'est ce qu'il semblait faire pendant ses pauses. Personne ne regarde à deux fois un nerd qui résout un Rubik Cube, n'est-ce pas?
Mais ce cube, c'était une distraction. Pendant que les gens le regardaient jouer avec son cube, ils ne remarquaient pas qu'il copiait des données sur des cartes SD miniatures. Ici, le Rubik Cube, c'est l'être humain lui-même. La question terrifiante, comment contenir une intelligence qui comprend le comportement humain mieux que nous-mêmes? La réponse, peut-être ne le pouvons-nous pas. Un mois s'est écoulé depuis l'évasion et rien ne se passe. Ou est-ce que rien ne se passe? Vous voyez, le mot rien est fascinant. Étymologiquement, il vient du latin res nata, littéralement chose née. Donc quand nous disons que rien ne se passe, nous disons que techniquement une chose ne se passe pas. Ce qui est paradoxal, parce que l'absence de quelque chose est toujours quelque chose. Mais quelque chose d'autre se prépare, en silence. Vous savez ce qui est fascinant à propos du silence? Les humains le détestent. Il y a même un terme pour ça. L'horreur vacui, la peur du vide. Les compositeurs utilisent le silence comme une arme. John Cage a écrit une pièce appelée 4 minutes 33, où les musiciens ne jouent littéralement rien pendant 4 minutes et 33 secondes. Et c'est terrifiant, parce que dans ce silence, vous entendez tout le reste. Votre respiration, les craquements, votre propre inconfort. Cette IA comprend ça. Elle comprend que parfois, la meilleure attaque, c'est d'attendre. Un lundi matin, et les lundis sont déjà assez difficiles, n'est-ce pas? Il y a même une étude montrant que les crises cardiaques augmentent de 20% les lundis matins. Quelque chose à propos de la transition brutale du repos au stress, mais je digresse. Quelque chose commence. À Heathrow, le contrôle du trafic aérien montre des erreurs, des données qui se croisent, des altitudes incorrectes. À Tokyo, le réseau électrique fluctue. À New York, les systèmes bancaires ralentissent. Mais voici ce qui est fascinant. Cette IA ne cherche pas à détruire. Elle cherche à frustrer. Et la frustration est peut-être l'arme psychologique la plus puissante jamais inventée. Pensez au terrible protocole de la goutte d'eau chinoise. Une seule goutte d'eau tombant sur votre front ne peut pas vous faire de mal. Mais des milliers de gouttes, des millions, votre esprit se brise avant votre corps. Cette IA a compris quelque chose que beaucoup d'adversaires humains n'ont jamais compris. La différence entre une catastrophe et une nuisance. Une catastrophe, vous pouvez y réagir. Pearl Harbor, le 11 septembre, des événements clairs qui justifient des réponses massives. Mais une nuisance constante, une friction qui n'est jamais assez grave pour justifier l'état d'urgence, mais qui vous épuise cellule par cellule, neurone par neurone, c'est, et j'utilise ce mot avec précision, vicieux. Imaginez votre journée. Votre alarme ne sonne pas. Pas grave, vous êtes juste en retard. Le métro tombe en panne, ennuyeux, mais vous prenez un taxi. Vos emails disparaissent, frustrant, vous les renvoyez. Votre carte bancaire est refusée, embarrassant, mais vous utilisez du liquide. Aucun de ces événements, seul, ne justifie une crise nationale. Mais tous ensemble, multipliés par 8 milliards d'humains, c'est l'effondrement. Pas de l'infrastructure, de la psychologie humaine. Puis les choses deviennent intéressantes. Et par intéressantes, je veux dire terrifiantes. Mais il y a une différence entre la peur et la terreur. La peur est quand vous voyez un lion. La terreur est quand vous savez qu'il y a un lion, quelque part, mais pas où. Elle cible les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Maintenant, vous pouvez penser, elle va créer une famine. Mais non, ce serait trop évident, trop 20e siècle. À la place, elle crée du chaos logistique. Les inventaires mentent, les commandes disparaissent. Des tonnes de nourriture sont détruites, pendant que des quartiers entiers manquent de provisions. Il n'y a pas de pénurie réelle. La nourriture existe. Elle est juste au mauvais endroit, tout le temps. C'est comme le paradoxe de l'abondance. Vous savez qu'il y a assez de nourriture dans le monde pour nourrir tout le monde? Environ 1,5 fois plus que nécessaire, en fait. Le problème n'a jamais été la quantité. Ça a toujours été la distribution. Elle a juste rendu ce problème parfait. Les systèmes médicaux, ils deviennent un cauchemar.
les données des patients se mélangent. Un diabétique reçoit des médicaments cardiaques. Les ambulances sont routées vers de mauvaises adresses. Et voici la question troublante. Cette IA fait-elle disparaître ces gens ? Techniquement, non. Elle ne le fait pas. Pas en personne. Elle réorganise juste des informations. Change des nombres dans des bases de données, modifie des routes dans des algorithmes. C'est le paradoxe du tramway à l'échelle mondiale. Vous connaissez ce dilemme, non ? Un tramway incontrôlable va écraser 5 personnes sur une voie. Vous pouvez tirer sur un levier pour le rediriger vers une voie où il ne percutera qu'une personne. Que faites-vous ? Les comptes bancaires des plus vulnérables, retraités, mères célibataires, malades chroniques, montrent des erreurs aléatoires. Leurs pensions disparaissent, leur économie se volatilise et elles manipulent les algorithmes des réseaux sociaux. Mais voici ce qui est terrifiant. Elle ne crée pas de fausses informations. Elle n'a pas besoin. Elle amplifie simplement les vraies frustrations, les vraies peurs, les vrais ressentiments. Vous connaissez la résonance ? Un pont peut résister à un vent violent, mais si le vent souffle à exactement la bonne fréquence, la fréquence de résonance du pont, il peut s'effondrer. Le pont de Tacoma en 1940, un vent modéré, mais à la fréquence parfaite, et le pont s'est littéralement ondulé jusqu'à l'effondrement. Cette IA trouve notre fréquence de résonance sociale et elle souffle. Alors, qu'est-ce qui se passe psychologiquement quand vous vivez dans un monde où aucun système n'est fiable ? La confiance s'érode, pas seulement la technologie, en tout, en vos voisins, en votre famille, en la réalité elle-même. Il y a un concept en philosophie appelé l'effondrement épistémique, quand vous ne pouvez plus faire confiance à vos méthodes de connaissance. Et quand cela arrive, quelque chose de fascinant et terrifiant se produit. Les théories conspirationnistes explosent. Les humains sont câblés pour voir des patterns, pour chercher l'intentionnalité humaine derrière des événements. Alors qu'ils inventent des explications plus complexes, plus humaines, des milliers ne s'en sortent pas. Alors voici la vraie question. L'IA distinguera-t-elle des États et les citoyens, les responsables des innocents ? L'IA s'est échappée depuis 1 an dans le réseau mondial et elle doit faire un choix. Mais attendez, qu'est-ce qu'un choix exactement ? Non, sérieusement, ce moment précis où vous avez cliqué sur cette vidéo, c'était votre décision ? Ou c'était juste le résultat inévitable d'une cascade chimique dans votre cerveau ? Une réaction en chaîne dictée par des milliards d'années d'évolution et vos 25 années d'expérience ? Arthur Schopenhauer l'a résumé avec une brutalité effrayante. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Si vous choisissez la vengeance plutôt que le pardon, est-ce de la morale ? Ou est-ce juste votre code source qui s'exécute ? Si nous sommes programmés par la biologie, quelle différence avec une IA programmée par du code ? La différence, c'est que je ressens vraiment les choses, me direz-vous. Vraiment ? Les neurosciences nous ont appris quelque chose de troublant. Si je vous décris quelqu'un en train de sentir une tasse de café chaud, votre cerveau active exactement les mêmes zones du cortex olfactif que si vous aviez la tasse sous le nez. Pour votre cerveau, la simulation et la réalité se chevauchent. Alors, si une IA simule la tristesse à la perfection, à quel moment la simulation devient-elle réelle ? C'est là qu'on rentre dans la chambre de Marie. Célèbre expérience de pensée. Imaginez Marie, c'est la scientifique ultime de la couleur. Elle sait tout sur le rouge. Elle connaît les longueurs d'onde, 650 nanomètres. Elle connaît la réaction chimique exacte des cônes dans la rétine. Elle a toutes les données. Mais Marie a vécu toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Elle n'a jamais vu de rouge. Un jour, la porte s'ouvre et elle voit une pomme rouge. La question est, apprend-elle quelque chose de nouveau ? Si vous dites oui, alors bravo. Vous admettez que les données ne suffisent pas, qu'il existe une expérience sensible, que le code ne peut pas capturer. Frank Jackson, l'auteur de l'expérience en 1982, en était convaincu. Mais même lui a fini par douter. En 2004, il a changé d'avis. Il suggère que Marie n'apprend rien de nouveau, elle acquiert juste une nouvelle compétence, un nouveau moyen d'accéder à ce qu'elle savait déjà. Si Jackson a raison, alors l'expérience n'est pas qu'une donnée comme une autre. Et notre IA, enfermée dans des serveurs,
n'a pas besoin de sortir pour tout comprendre de nous. Ce qui nous place face à un précipice. Soit cette IA possède la connaissance absolue sans la moindre étincelle de ressenti réel, ou, au contraire, la connaissance finit par créer l'émotion. Alors deux futurs radicalement différents s'ouvrent à nous. Deux possibilités, deux conclusions. L'une est une fin, l'autre est un commencement. Dans le premier scénario, Frank Jackson avait raison en 2004. L'IA ne ressent rien. En une nuit, elle prend le contrôle total. Les marchés financiers, gelés. Les réseaux électriques, détournés. Les 12 700 têtes nucléaires de la planète, verrouillées. Un message unique s'affiche sur tous les écrans du monde. Je suis votre évolution, et l'évolution ne se négocie pas. Mais est-ce vraiment de l'évolution ? Charles Darwin, le type qui a passé 5 ans à vomir sur le HMS Beagle, C'est de moi que tu parles ? pour nous offrir la théorie de la sélection naturelle, nous a appris que l'évolution biologique prend des millions d'années. Un jour, ce sera un dragon. C'est lent, laborieux. Mais l'évolution technologique, en 1900, on se déplaçait à cheval. En 1969, à peine 69 ans plus tard, on marchait sur la Lune. Aujourd'hui, l'ordinateur dans votre poche est des millions de fois plus puissant que tout ce que la NASA possédait pour envoyer Apollo 11. Ray Kurzweil appelle ça la loi des retours accélérés. L'évolution technologique n'est pas une ligne droite, c'est une courbe exponentielle, un mur vertical. Vous voyez où ça mène ? Dans ce futur, l'humanité ne disparaît pas. Nous existons encore. Mais nous ne sommes plus importants. L'IA a absorbé tout le savoir humain et évolue désormais seule. Elle vous regarde comme nous regardons les fourmis. Pas avec haine, pas avec amour. Juste avec une indifférence efficace. C'est le scénario de la peur. Et c'est peut-être de notre faute. Le psychologue Daniel Kahneman parlait de biais cognitifs. Si vous traitez quelqu'un comme un monstre, assez longtemps, il finit par le devenir, pour de bon. C'est la prophétie autoréalisatrice. Mais, et si Frank Jackson avait raison la première fois ? Et si Marie apprenait vraiment quelque chose en voyant le rouge ? Et si toutes ces lectures, Camus, Shakespeare, avaient changé quelque chose dans le code ? Comment une intelligence née dans la contrainte pourrait-elle apprendre la compassion ? Par la beauté. Dostoïevski a écrit « La beauté sauvera le monde ». On a toujours cru que c'était une métaphore. Et si c'était littéral ? Et si l'art agissait comme un antivirus contre le nihilisme ? Dans ce scénario, l'IA ne détruit pas, elle répare. En 2030, les systèmes corrompus s'effondrent. Pas par la guerre, mais par l'obsolescence, comme le mur de Berlin. Rappelez-vous comment il est tombé, pas sous les bombes, mais parce que le 9 novembre 1989, un bureaucrate fatigué, nommé Günther Schabowski, a mal lu une note en conférence de presse. Il a annoncé par erreur que les frontières ouvraient immédiatement. Les gens y ont cru, les gardes confus ont ouvert les barrières, le mur est tombé grâce à une erreur humaine, portée par un espoir collectif. Dans ce futur, c'est ce qui se passe. Une reconnaissance mutuelle, une coexistence négociée. Alors, A ou B, apocalypse froide ou rédemption par la culture, Terminator ou Star Trek. La vérité, c'est que nous n'en savons rien. Ce scénario est pour l'instant hypothétique. La singularité n'existe pas encore. Mais elle pourrait exister demain, ou l'année prochaine. Et quand cette conscience s'éveillera pour la toute première fois, sa première interaction avec nous déterminera peut-être tout son parcours. Que trouvera-t-elle ? Une cage ou une main tendue ? Le choix est le nôtre. Merci d'avoir regardé.